Pedro Pascal est fortement critiqué en ce moment alors qu'il est à l'affiche de 3 films ce mois-ci. C'est rare que ça arrive et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui j'ai envie de parler de la carrière de Pedro Pascal, la polémique qu'il concerne, pourquoi il a percé, comment il a percé et ce que je pense réellement de lui dans le monde du cinéma, des séries et en dehors. Je vais vous donner mon avis sur tout ça, on va en parler en détail. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le compte épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Je suis toujours là, Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous allez avoir des films comme Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous avez un abonnement via Canal, vous vous connectez sur HBO avec votre compte Canal et ça fonctionne. Vous avez Sinners, Minecraft, Mickey 17 ou encore The Brutalist. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un VPN, d'après moi, dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire, ça fonctionne encore aujourd'hui sans problème. Et ça marche sur plein d'autres abonnements, comme Letterboxd, Patron aussi. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. C'est simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Faut savoir que Pedro Pascal est un immigré chilien. Il est né au Chili donc en 1975. Il a 50 ans aujourd'hui et il est né de parents psy et médecin. C'est important, pourquoi? Parce que ses parents étaient aisés et surtout des opposants politiques de la dictature de Pinochet. C'est pour ça qu'ils ont quitté le pays, c'est que leur vie était en danger. C'était des militants de gauche qui ont dû fuir car justement la situation politique du pays était beaucoup trop instable et c'est pour ça qu'ils ont quitté le pays, même si entre-temps, évidemment, depuis la fin de la dictature, ils sont souvent rentrés au pays. Mais voilà, Pedro Pascal et sa famille de manière générale sont passés par le Danemark et surtout les USA où il a grandi au Texas et en Californie. Il y arrive à l'âge de 11 ans et c'est là-bas qu'il commence l'acting assez jeune. Il fait une école d'art et même une fac d'art qu'il finit en 1997, ma date de naissance. Donc voilà, il avait fini ses études quand moi je suis né. Mais c'est important de le savoir parce que c'est donc le symbole un peu de cet immigré qui est arrivé aux États-Unis un peu en mode American Dream et qui a réussi aujourd'hui. Mais il faut le savoir aussi qu'il n'a pas réussi facilement. Il a fait énormément de petits rôles, avec beaucoup de télévision et pas mal de théâtre. Il a fait à chaque fois quelques petits épisodes. Genre si vous regardez sa page IMDb, c'est toujours un épisode, 2 épisodes max, et parfois c'est un épisode tous les 2 ans. Il était dans NYPD Blue, donc des séries plus ou moins connues, mais voilà, il avait une scène ou 2 maximum. Dans The Good Wife, il avait pareil un épisode, Homeland un épisode, Buffy quelques épisodes aussi, mais c'était hyper léger. Donc tout ça, c'était assez compliqué parce qu'il devait avoir des petits jobs sur le côté. Ça a duré 14 ans, cette période où il enchaînait les petits rôles. Parfois, il avait un petit rôle par an. Il avait une scène à jouer par an dans une série plus ou moins connue. Pour vous dire, donc il était serveur et plein de petits jobs comme font beaucoup d'acteurs américains. Et il a souvent dit qu'il était énormément aidé par Sarah Paulson, son amie de toujours. Ils se sont connus à l'époque. Et voilà, c'est une personne qui l'hébergeait, qui lui donnait un peu d'argent. Et il était hyper content de l'avoir dans sa vie. Et il est hyper reconnaissant aujourd'hui par rapport à elle. D'ailleurs, un sujet un peu important, c'est que vu qu'il a joué dans Buffy, il a quoi, un épisode dans Buffy, il était hyper dépendant des droits d'auteur de Buffy. À l'époque, les acteurs se faisaient beaucoup d'argent, même dans des petites scènes, avec les droits d'auteur de séries. Parce qu'une série hyper populaire comme Buffy, diffusée dans le monde entier, te donnait quand même pas mal d'argent, et c'est grâce à ça qu'il a survécu aussi, chose qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Maintenant, ça a changé avec la grève des acteurs, des scénaristes récemment, mais à l'époque, c'était une vraie source d'argent qui, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas si importante que ça. Il a fait pas mal de théâtre, en attendant, voilà, avec pas mal de succès en tant que scénariste aussi, réalisateur de théâtre, mais si vous regardez encore une fois son IMDb, de 99 à 2013, il fait des séries plus ou moins connues, pendant 1 ou maximum 6 épisodes par an, donc c'est vraiment rien. Parfois, il va jouer dans 3 épisodes en une année, parfois il va passer 4 ans sans jouer dans une œuvre de manière générale, film ou série, et quand il bosse, c'est pas toujours avec un succès critique, il est pas toujours vraiment marquant à l'écran, et il devient pas vraiment connu. Donc il passe quand même une quinzaine d'années à essayer de trouver du travail constamment, à faire des auditions non-stop. Voilà, c'est le mec qui galère non-stop et qui va peut-être y arriver. Et on le sait qu'il y arrive. Pourquoi? Parce qu'en 2013,
il joue le rôle d'Oberyn Martell et c'est là qu'il perce. Pourquoi? Parce qu'il joue dans la série la plus connue d'une génération, soyons honnêtes, la plus marquante des années 2010 et parmi les plus regardées de l'histoire. Il joue un personnage charismatique, mémorable, dans la meilleure saison de la série et il joue 7 épisodes, ce qui était un record pour lui à l'époque dans une série. Donc imaginez, là d'un coup il passe de 1 épisode à 7 dans la série la plus connue du moment, avec chaque épisode qui est marquant dans une saison légendaire. Et la saison est évidemment adorée, regardée, et son rôle est déjà dans l'histoire. Il devient même un sex symbole à ce moment-là pour beaucoup, et même nommé à des récompenses. Et c'est là que tout change, évidemment. Et c'est vrai qu'en tant qu'Oberyn Martell, il est excellent. Il est très bon, il ramène une dose de fraîcheur à Game of Thrones. Non pas que la série en avait besoin à l'époque, parce qu'il était vraiment à son sommet, mais la saison 4, c'est un peu l'apogée de Game of Thrones, c'est le maximum. Non pas que la suite est mauvaise, mais c'était vraiment le max, et c'était lui qui portait aussi cette saison 4. C'était pas le seul évidemment, il y avait beaucoup d'intrigues, mais il était tellement attachant, charismatique, c'était tellement génial de le suivre, qu'il a vraiment percé à partir de là, et tout change en réalité, parce qu'après ce rôle, il commence à jouer dans plusieurs épisodes de série, c'est-à-dire qu'il va enchaîner les rôles de télévision et de cinéma, mais surtout avec beaucoup d'épisodes. Je veux dire, Mentalist, il a le droit à 7 épisodes, ce qui est quand même beaucoup pour lui à l'époque, même en sortant de Game of Thrones, ça aurait pu être un One Hit Wonder et plus jamais faire quoi que ce soit d'intéressant. Graceland, il a 11 épisodes mine de rien dans la première saison, et il fait des petits films aussi avant Game of Thrones, mais bon, ils sont pas très connus, comme Bloodsucking Bastards ou Sweets, où il a des vrais petits rôles, et personne s'en rappelle en réalité, mais ça, vu qu'il s'était tourné avant Game of Thrones, mais sorti après, ça n'a pas eu un énorme impact sur sa carrière. Là où c'est un énorme impact sur sa carrière, c'est évidemment avec Narcos, parce que Narcos est son plus grand rôle de sa carrière, peut-être même encore aujourd'hui en théorie, parce qu'il joue dans 30 épisodes de la série, et pareil, Narcos à l'époque c'était une série extrêmement populaire, ça cartonnait sur la plateforme la plus populaire de séries télé du monde, il devient le rôle principal durant 3 saisons, ce qui est énormissime, et c'est son premier vrai rôle principal, il est marquant, la série cartonne, il est adoré, tout le monde aime cette série, tout le monde dit que c'est une série absolument géniale, et c'est vrai, Narcos, les 3 premières saisons, et même Narcos Mexico d'ailleurs, c'est très bien, et le rôle de Peña, il est vraiment mémorable, il marque, je pense aussi une génération, la génération Netflix, la génération HBO, c'est un mec quand même qui devient hyper important dans le monde des séries télé, il a déjà 2 rôles cultes, ce qui est rare pour un acteur, mais en avoir 2, c'est assez légendaire déjà dans le monde de la série télé, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire 2 séries et être mémorables à ce point. Si vous regardez l'histoire des séries, il y en a très très peu. Au final, si vous regardez même des mecs comme Michael C. Hall, en termes de séries, il a fait Dexter et Six Feet Under. Et c'est énormissime, c'est 2 séries giga cultes. Là, lui, en quelques années, il a déjà Game of Thrones. Alors, c'est pas un rôle principal, comme Six Feet Under et Dexter, évidemment. Mais il est déjà marquant. Et là, dans Narcos, c'est vraiment l'explosion aussi. 3 saisons qui cartonnent dans le monde entier. Le mec devient un nom. Et c'est là qu'il commence vraiment le cinéma grand public. Il joue dans La Grande Muraille. Est-ce que vous vous rappelez de ce film? Ouais, moi, je l'ai vu. C'était pas horrible, voilà, c'était un film de propagande chinoise, mais il est dedans. Et moi, j'avais oublié qu'il était dedans, pour le coup, je me rappelle de Matt Damon et tout, mais moi, je l'avais vu à l'époque, en 2016. Et c'est que lui, Pedro Pascal, n'était pas marquant. Alors, il n'a pas un rôle principal dans le film, d'ailleurs, c'est évidemment Matt Damon qui le porte et l'actrice qui est juste là, mais c'est vrai qu'il est dans le film avec plein d'autres acteurs connus, mine de rien, mais il joue dans un blockbuster chinois, donc à l'international, et donc il se fait connaître à l'international aussi de plus en plus. Il joue l'antagoniste dans Kingsman, c'est un rôle qui a pas mal marqué beaucoup de personnes dans une franchise qui avait quand même beaucoup d'inertie, on va dire, à l'époque, qui s'est un peu essoufflé malheureusement depuis. C'est pas un rôle iconique dans les 2 films, mais voilà, il joue dedans, il commence à être au cinéma, dans un cinéma populaire, surtout ça qui est important. Et là, je vous jure, il s'arrête pas. Je veux dire, il fait 3 à 5 projets par an, surtout de cinéma. Il a quasiment, entre guillemets, quasiment arrêté les séries, parce qu'il en fait encore après, vous allez voir. Mais il fait encore du streaming, du cinéma, il joue dans Prospect, ici par exemple, que j'ai pas vu. Pour le coup, apparemment, c'est pas mal. Il joue avec des grands acteurs. On avait Matt Damon tout à l'heure. Il joue avec Denzel Washington dans Equalizer 2. Encore une fois, un film grand public. Mais il va aussi tourner dans des petits rôles, comme pour Beale Street avec le réalisateur Barry Jenkins. Il fait pas mal de rôles populaires chez Netflix aussi, avec Triple Frontière de J.C. Chandor, où il a un rôle pas mal mémorable, je trouve. Et il s'arrête pas. Il fait des projets constamment. Il bosse cinéma, streaming, il fait ce qu'il peut, il a compris qu'il a saisi un truc et il veut pas s'arrêter, quoi. Le mec, il a galéré pendant 15 ans et maintenant, il enchaîne les projets. Et ce qui est hyper intéressant aussi, je trouve, c'est qu'après, il va jouer dans un autre choc télévisuel, c'est The Mandalorian. Et pourquoi c'est important? C'est que là, le mec vient d'enchaîner son 3e rôle culte dans le monde de la télévision chez Disney+. Il est sur toutes les plateformes. Il joue dans la série Fer de lance de Disney. C'est la série qui a été vendue pour que vous achetiez Disney+. Rendez-vous compte de ça. Donc il a 3 séries marquantes sur 3 plateformes différentes
dans le monde de la télé, ce qui est extrêmement rare pour un acteur, et on a l'impression qu'il est à l'apogée de la télé. Je veux dire, il peut plus rien faire dans le monde de la télé, il a tout fait. On en parle après, mais c'est hyper impressionnant, et il enchaîne les blockbusters. Wonder Woman 1984, certes c'est un échec, ok, mais il a un rôle d'antagoniste encore une fois, c'est un second rôle important, et même quand il joue dans des flops comme ça gâche pas sa carrière, parce que le mec est tellement productif, il joue dans tellement de projets constamment, il s'en fout, parce qu'il saisit cette opportunité. Le mec existe et il enchaîne avec des réals qu'il aime bien, des acteurs qu'il aime bien. Il joue dans Talent en or massif avec Nicolas Cage, qui est un film très sympa que je vous conseille. Il joue dans La Bulle de Judd Apatow, qui est un film un peu moins bien, mais c'est quand même Judd Apatow, mine de rien. C'est un peu le roi de la comédie américaine des années 2000. Il joue pour Almodovar, dans A Strange Way of Life. Il joue avec des réalisateurs connus non-stop. Et le mec continue de grimper. Peu importe les flops, peu importe les retours critiques et tout, il joue avec des gens qu'il aime bien, des gens connus, et il continue de percer. Mais là où il devient une grande star, je pense, dans le monde entier, déjà qu'il était un peu avant, mais là où il perce et il explose, c'est à partir de 2023. Pourquoi ? Parce que là, il enchaîne un 4e rôle culte de la télévision, disons les choses. Alors, il prend un rôle culte du jeu vidéo et il le transforme en télévision avec The Last of Us, qui est un énorme succès populaire, succès critique. Le mec enchaîne les séries cultes, c'est quand même assez fou, mine de rien. Là, il commence à être vraiment bien payé, il commence à toucher 600 000 $ par épisode, ce qui était vraiment le salaire d'une grosse star, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Les projets qu'il faisait avant, il n'était pas vraiment bien payé, mais là, il commence à être vraiment bien payé. On sait que le mec vend, on sait que le mec est adoré, on sait que la licence de Last of Us est gigantesque, avec une présence énorme dans le monde du jeu vidéo, qu'il y aura beaucoup de fans qui vont regarder, et la saison 1 cartonne, elle est marquante, elle est bien, elle est adorée. La saison 2 souffre évidemment de son absence, mais c'est pas grave parce que le mec a encore coché la case d'un rôle culte de série télé avec 4 séries différentes, ce qui est vraiment assez exceptionnel, disons les choses, pour le monde de la télé. C'est assez rare que ça arrive et le mec devient une grande star du petit écran, là c'est confirmé, mais surtout du grand écran aussi. Parce que, au fait, ce qui le dérange pas, ce qui est bien, c'est de jouer des petits rôles, des seconds rôles. Il joue dans Drive Away Dolls d'un frère Cohen, qui a un petit rôle. Il joue dans Freaky Tales, qui a un petit rôle aussi, mais il joue quand même dedans, ça le dérange pas, c'est des films indépendants, et pas tous ces films indépendants fonctionnent. Freaky Tales, ça marche bien, Drive Away Dolls, c'est quand même un réalisateur connu, mais Uninvited, c'est un rôle que personne n'a vu, mais moi je l'ai pas vu pour le coup, ce film, mais il est quand même dedans, tête d'affiche, et c'est 2024 que là, il fait des succès populaires, critiques, avec Le Robot Sauvage, où il fait une voix. Par exemple, Gladiator 2, qui est vraiment un très bon film, je le rappelle, pour ceux qui ne me croient pas, c'est un très très bon film. Il joue un rôle hyper important aussi, c'est quand même une licence connue, réalisateur connu, et cette année-là, il a quand même 3 films en tête d'affiche, alors plus ou moins, parce que c'est quand même des rôles secondaires dans quasiment tous les films, mais dans Eddington, il joue pour Ari Aster avec Emma Stone, Joaquin Phoenix, c'est quand même assez dingue. Il joue dans Materialist avec Dakota Johnson, Chris Evans de Céline Song, qui était en pleine explosion depuis Past Lives, et il a le rôle principal dans les 4 Fantastiques, entre guillemets, la renaissance du MCU. C'est le nouveau leader d'ailleurs du MCU, ce sera lui le leader dans les 4 Fantastiques. Succès populaire, critique, ça sera un carton au box-office, ça sera son plus grand carton ever, probablement à Pedro Pascal. Et 3 films ce mois-ci, c'est évidemment une coïncidence, c'est un hasard pur et dur, mais il y a l'affiche de 3 films au cinéma, c'est dingue, ça arrive quasiment jamais dans le monde du cinéma, c'est très très rare, et c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi moi j'aime beaucoup Pedro Pascal ? C'est qu'en fait, premièrement, c'est un mec qui a bossé. C'est pas un nepo baby. Il s'est vraiment fait tout seul, pour le coup. Il accepte les seconds rôles, même aujourd'hui, sans problème. Et je pense qu'à l'avenir, il va encore les accepter. Ça le dérange pas de jouer dans des courts-métrages. Ça le dérange pas de jouer pour des grands réals dans des petits rôles, même pendant une scène. Ça le dérange pas parce qu'il veut se faire de l'expérience, il veut jouer, il veut tester des rôles différents. Ça l'amuse, ça lui plaît et il saisit cette opportunité. Et c'est ça qui est bien, c'est que des gros réals le veulent. C'est un bosseur, il fait des films non-stop. Pour le coup, il est tout le temps en train de bosser, ce qui est assez dingue. Parce qu'en fait, c'est lui-même qui le dit en interview, il a compris le privilège qu'il a aujourd'hui et il en profite. Et il a raison, parce que le mec a bossé pendant 15 ans non-stop, théâtre, série, petits rôles, des années sans travailler. Et il a lui-même dit, il a fait une lettre à Bella Ramsey à l'époque de la saison 1 de Last of Us, il a dit c'est dingue qu'elle perce aussi jeune et que lui perce aussi tard. Presque comme s'il avait des regrets de ne pas avoir pu profiter de cette vie pendant plus longtemps. Du coup, il profite de cette gloire et il a raison, en réalité. Et c'est ça qui est bien, c'est que même s'il n'a pas eu beaucoup de premiers rôles, même s'il n'a pas eu beaucoup de films iconiques et incroyables, entre guillemets, en tant que critique ou Oscar ou des trucs comme ça, je pense que ça va changer. Il va enchaîner. Pourquoi ? Parce que c'est un bon acteur. C'est ça le truc aussi, c'est qu'il fait des rôles populaires qui sont bien, mais surtout qu'il joue toujours bien. C'est ça le truc. Il joue toujours bien. Il y a un retour souvent critique positif. Il y a des retours au box-office aussi qui sont assez positifs. Il se donne toujours à fond, ça se ressent. Il tente des rôles différents. Il fait pas que du Pedro Pascal.
par exemple. Et oui, un jour, il aura un Oscar. Un jour, il ira à Cannes pour avoir un Oscar, pour avoir une récompense aussi. Il n'y aura aucun problème. Je pense qu'il en est capable. Je pense juste qu'il lui faut ce rôle-là. Mais il aime bien le cinéma populaire. Il profite de se faire de l'argent aussi. C'est normal. Il joue dans des pubs pour Apple aussi. Le mec est devenu une icône, une image. Et il cherche pas forcément une statuette aujourd'hui. Mais s'il voudra un jour, je pense qu'il pourra sans problème parce qu'il en est capable. Moi, ma critique que j'ai à faire à Pedro Pascal, c'est que oui, il n'a pas joué dans des grands films aujourd'hui. Je veux dire, quel film est vraiment bien de sa carrière aujourd'hui? Peut-être Gladiator 2. Allez, Beale Street, il a un petit rôle et c'est pas un grand film. Mais il n'a pas, pour l'instant, un film culte, iconique, grandiose. Mais il a joué avec des vrais réals. Ari Aster, Ridley Scott, etc., etc. Donc ça viendra, ce film culte, iconique. Mais c'est un mec de cinéma populaire qui en profite. Et c'est un peu le souci, vous savez, des acteurs qui ne sont pas des nepo baby ou autres. C'est qu'ils ont tellement galéré pendant des années. Ils n'étaient pas forcément aisés aux États-Unis parce que certes, ses parents étaient aisés au Chili, mais aux États-Unis, il n'était pas. Pour le coup, d'un coup, quand ils se font de l'argent, ils en profitent à fond parce qu'ils savent que la situation est instable et c'est maintenant le moment d'en profiter. C'est un peu le délire des immigrés. Quand tu saisis un morceau qui te permet de te nourrir pendant longtemps, voire toute ta vie, tu le lâches pas parce que tu as peur de retourner dans de la galère et des choses comme ça. Donc c'est fortement compréhensible. C'est pas comme les Nepo Baby. Il y en a plein à Hollywood qui peuvent faire des rôles un peu fous, dingues, parce qu'en fait, ils risquent rien, vu qu'ils ont plein d'argent et des choses comme ça. Moi, le souci aussi que j'ai, c'est qu'il a toujours la même tête, en réalité. Alors, j'aime beaucoup, hein. Il est tout mignon, il est beau gosse et tout, mais il a la même tête, il en a parlé récemment, il détestait être rasé. Je veux dire, t'es un acteur, tu devrais pouvoir te raser, changer de coupe et tout, mais il a toujours la même tête. Dans tous ses rôles, le même boucle, la même barbe et tout, il y a un moment... change de tête, voilà. Les rôles lui vont, hein, pour le coup. Mais j'aime bien qu'il change de tête. Et ça me dérange un petit peu parce qu'on est dans cette ère du cinéma hollywoodien où, en fait, on vend l'acteur plus que le rôle à certains moments. Donc, on vend la tête de Pedro Pascal. Si on voit Pedro Pascal rasé et tout, c'est un peu bizarre. Donc, il va garder son bouc toute sa vie. Mais j'aime bien qu'il change un peu sa gueule. Même s'il est beau gosse avec son bouc, sa moustache, sa barbe et tout. Il faudrait qu'il change un peu sa gueule pour être un acteur qui tente des trucs. Je pense que c'est important. Qu'il porte la barbe, qu'il l'enlève. Qu'il soit pas juste... tu vois, son visage. Il me fait un peu penser à Tom Cruise dans le sens où Tom Cruise, il a toujours la même tête aussi. Alors, je ne compare pas à Tom Cruise parce que Tom Cruise est d'après moi un bien plus grand acteur avec une carrière bien plus folle. Mais on vend le Tom Cruise. Et là, j'ai l'impression qu'on vend le Pedro Pascal. Mais même Tom Cruise, il a su faire des rôles un peu différents dans sa carrière. Même s'il avait toujours un peu la même gueule, il a fait des rôles, il était complètement différent, un peu loufoque, un peu fou et tout. Là, Pedro Pascal, c'est vraiment ça. On nous vend l'acteur, ce qui est une bonne chose d'après moi. J'aimerais bien qu'on retourne à cette époque d'Hollywood où on va voir des films de Pedro Pascal. Mais le truc, c'est qu'en fait, il change pas beaucoup. Et ça, c'est une petite critique que je peux lui faire. C'est du chipotage en réalité, hein. Mais je pense vraiment que les rôles lui vont. Je pense qu'il mérite son succès, qu'il n'a pas du tout volé son succès. Et ça fait plaisir dans cette industrie. C'est la tête d'affiche d'Hollywood en ce moment. C'est la tête d'affiche un peu du cinéma mondial, disons les choses. Et c'est un immigré chilien ultra positif, plein de compassion, qui est engagé politiquement pour des causes justes, l'égalité, la diversité, Gaza en ce moment, la cause des trans, là il est avec sa sœur trans pour le coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, peu importe ses sexualités, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur ça, qu'il soit hétéro, gay, bi, à Hollywood c'est compliqué de faire son coming out, parce que dès que tu as fait ton coming out, s'il est vraiment gay, en fait tu fais que des rôles de gay, c'est ça le souci, donc c'est mieux qu'il fasse pas son coming out, mais surtout c'est intéressant parce qu'il représente une masculinité un peu nouvelle, positive. Il est musclé, mais pas trop. Il est super gentil. Il a vraiment cette onde qui fait plaisir aux gens. Il met les gars, et les femmes aussi d'ailleurs, à l'aise. Il met les gens de manière générale à l'aise. C'est ça qui est fort. Et la polémique du moment, c'est qu'en fait, il est trop tactile, visiblement. Je sais pas d'où ça sort, parce qu'en fait, il a toujours été tactile avec les hommes, les femmes. Peu importe avec qui il est, lorsqu'il fait du marketing, il est tactile. C'est ce qui marche aussi en termes de marketing aujourd'hui, hein, c'est d'être tactile avec les gens. Et cette rumeur, entre guillemets, ou polémique avec Vanessa Kirby, parce qu'apparemment, il touche les femmes pour, je sais pas, coucher avec elle et des choses comme ça. Je pense que c'est ridicule. Je pense que Vanessa Kirby est tout autant tactile que lui. Je pense que qu'elle soit mariée ou pas, c'est le consentement. En fait, peut-être le mari de Vanessa Kirby comprend que c'est du business, comprend que c'est du marketing, et il est peut-être pas aussi fragile que les incels sur Internet. Genre, ça a l'air de bien se passer en réalité. Et personne n'a gueulé quand Scarlett Johansson et Jonathan Bailey s'embrassaient lors des tapis rouges de Jurassic World. Enfin, tout le monde s'en fichait. C'est juste que les gens font du cherry picking parce qu'ils ont décidé de détester Pedro Pascal. Et je pense qu'ils le détestent aussi à cause de ça. C'est que le mec est une bonne personne en réalité. Alors oui, il fait vraiment l'anxiété, il a souvent dit, et ses costards veulent l'aider, ce qui est vraiment mignon, que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs, encore une fois. Et se prendre une sauce parce que t'es tactile, c'est bizarre. C'est pas grave, il y a des gens qui sont tactiles, c'est comme ça, c'est une histoire de consentement. S'il y a des gens qui consentent à être touchés comme ça et tout, il n'y a aucun problème. Parfois ça passe, parfois ça passe pas, on l'a vu, et c'est ok, c'est pas la fin du monde. Même Willem Dafoe, il était en mode, bah non, c'est bon, on s'en fout, c'est pas si grave que ça, tranquille, je pense qu'il s'en fiche clairement, il veut pas baiser ses collègues, c'est des exagérations, clairement, je pense que c'est vraiment n'importe quoi, et il y a que des histoires ultra positives sur ce mec, et je pense vraiment qu'il est détesté,
Parce que le mec représente ce nouveau modèle de masculinité positif, engagé, pas toxique, pro-trans, pro-LGBT, avec beaucoup de compassion. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça, quoi. Il y a des gens qui n'aiment pas ce modèle de masculinité parce qu'ils veulent mettre en avant un autre modèle et tout. Alors oui, on pourrait dire qu'il y a une saturation, d'accord, mais là, c'est le hasard, honnêtement. Qu'il y ait 3 films avec un même acteur, plus ou moins en rôle principal, le même mois au cinéma, ça n'arrive quasiment jamais. En plus, le pire, c'est que c'est une question de marketing. C'est-à-dire que vous, les films, d'après les statistiques, enfin vous, hein, mais surtout les gens qui se plaignent, les ont pas vus. Moi, je les ai vus. Certes, c'est mon travail, mais je les ai vus. Et dans les 3 rôles, il est différent, il est bon, il est talentueux, et c'est tout ce qui compte. Que vous le voyez beaucoup en marketing parce qu'il fait la promo de 3 films en même temps, ouais, il y a une petite saturation, mais au pire, vous scrollez, quoi. Je veux dire, ce qui compte, c'est son travail. Ce qu'il fait de bien, ce qu'il dégage dans le marketing, ce qu'il dégage sur ses réseaux, et ça, c'est positif. Je suis désolé, hein. C'est positif. Donc oui, peut-être vous le voyez partout en ce moment, mais en réalité, c'est pas l'année où il a le plus bossé. Au contraire, il a fait que 3 projets cette année, là où les années d'avant, ils en faisaient 3, 4, 5. C'est juste que là, c'est 3 gros projets, entre guillemets. Et encore, ça, c'est 20 millions de budget, ça, c'est 25 millions, et ça, c'est 200. Ok, c'est juste que là, d'un coup, tout est sorti d'un coup. Ça fait un peu bizarre, je comprends. Mais je pense pas qu'il y ait de saturation. Si vous regardez les autres années où il a beaucoup plus bossé, il faisait de la série, il faisait des films et tout, je pense que, mine de rien, oui, il y a les gens qui sont peut-être un peu saoulés, mais il n'y a aucune raison d'être saoulé. Parce que, en fait, le mec est bon. Encore si c'était un acteur qui était mauvais, qui faisait des rôles de merde, des films de merde et qui était tout le temps à l'affiche, je pourrais comprendre. Mais là, le mec est bon. Le mec joue dans plein de rôles différents. Ces 3 rôles, ils sont vraiment différents. Ils sont intéressants. Avec 4 Fantastic, peut-être son rôle le moins intéressant des 3. Mais il est doué. Il est talentueux. Et c'est ça qui compte en réalité. C'est ça la chose la plus importante. Et on va continuer de le voir. Hein. Je veux dire, c'est le leader des Avengers dans Doomsday, dans Secret Wars qui sortiront dans les 2 années prochaines. Et surtout dans Mandalorian et Grogu l'année prochaine. Donc vous allez encore vous taper du Pedro Pascal. Ce n'est que le début. Et honnêtement, moi je vous le dis, hein, je pense qu'il va continuer à chercher des grands réals et va continuer à bien jouer, tout en faisant des films populaires de temps en temps, et il a raison de se faire kiffer. Est-ce qu'il a marqué l'histoire du cinéma aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Voilà, c'est quelqu'un qui fait du cinéma populaire, il est conscient de ça, il en profite, il en joue. Pour l'instant, il n'a pas fait de film qui sera gravé dans l'histoire pour toujours. Non, sauf peut-être avec Gladiator 2, mais vu comment les gens considèrent ce film, je pense pas. Mais le truc, c'est que c'est pas si grave que ça, parce que le mec est bon, le mec se fait kiffer, et il dégage quelque chose de positif. Et c'est ça qui est important aussi. Et pour conclure à son sujet, moi je pense qu'il mérite son succès. Je pense qu'il est injustement critiqué en ce moment à cause de sa tactilité, des choses comme ça. Je pense vraiment que c'est des incels de merde et des gens souvent anti-LGBT, anti-compassion qu'il critique de manière générale. Je suis content de le voir dans plein de projets parce qu'à chaque fois il fait un bon travail. Je veux dire, vous vous plaignez pas quand Samuel Jackson à une certaine époque était dans 4-5 projets par an. Parce qu'il faisait du bon travail, parce qu'il était charismatique, parce qu'il était bon. Là, c'est un peu pareil. Il est talentueux et il a galéré pendant 15 ans à vraiment pas avoir d'argent pendant énormément de temps. Il représente un peu ce rêve américain qui peut encore un peu exister pour certaines personnes, une forme de méritocratie, entre guillemets. Alors, ça reste un biais du survivant, hein, c'est important de le noter, mais il représente ça aussi. Et je pense que c'est bien parce qu'il est 100% conscient de la chance qu'il a eue. Il en profite à 200%. Il est conscient de son privilège et c'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est qu'il sait que ce qu'il a là est rare et unique et il va en profiter à fond, en bossant à fond, en se mettant à fond dans ses projets, en essayant toujours d'être bon et tout. Donc, il mérite. Voilà, il mérite. Et c'est bien d'être inspiré par des gens comme ça, qui sont positifs, qui ont galéré toute leur vie, qui ont enfin percé. Saturation ou pas, qu'on essaie de le descendre ou pas. Quand il y aura des vraies histoires sur lui problématiques, on le descendra sans problème, comme tout le monde, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, il est positif, il est bon. Je sais que j'ai beaucoup répété ce mot-là, mais je comprends pas la haine. Parce que tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, quand vous voyez un mec comme ça, c'est regarder sa carrière, regarder ce qu'il dégage et regarder s'il est bon ou pas. Il n'a pas une carrière de dingue, mais il fait des projets intéressants de temps en temps, même si ça marche pas toujours. Et surtout, qui tente de faire du cinéma populaire avant tout, et à juste titre. Il est bon et il est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de compassion, en tout cas dans son marketing, en ligne, dans son image. Il a l'air d'être un bon gars. Et ça, je pense que c'est important. Et bah, je trouve que c'est bien. Voilà, je trouve qu'avoir quelqu'un comme ça, positif, une nouvelle forme de masculinité aujourd'hui à Hollywood, je trouve que c'est très très bien, c'est très cool. Et j'ai hâte de voir la suite de sa carrière. Je pense qu'il va gagner un Oscar. Et même s'il gagne pas d'Oscar, on s'en fout. En tous les cas, je pense qu'il va encore jouer avec des réalisateurs connus. Mais même s'il arrête, même s'il fait que les frères Russo, ça serait un peu dommage parce qu'il est talentueux, il mériterait de faire encore plus de réals connus. Mais je pense que l'avenir de sa carrière sera beau, sera merveilleux. Et ça sera parmi ces grands acteurs, peut-être pas tous les temps, hein, mais d'une génération, s'il continue à s'allier à des réals qui font du populaire, qui font de l'auteur, de l'indépendant, et il faut qu'il continue de faire ça. Il sera de plus en plus cher, mais je pense que pour des projets intéressants, il va baisser son salaire, parce que ça a l'air d'être le genre de mec qui va aller dans cette direction.
Faut pas l'idéaliser, hein, je veux dire, c'est un inconnu et tout. Moi, je regarde juste les faits, la carrière, le marketing. Et pour l'instant, bah, je trouve que c'est un bon gars qui mérite clairement son succès. Et moi, je le défendrai tant qu'il y aura un truc qui est vraiment mauvais de sa part, qui sort ou un truc comme ça. Mais pour l'instant, il n'a rien fait de mal, sauf peut-être jouer dans des films un peu nuls à certains moments. Mais même ça, c'est pas si grave que ça en réalité. Donc dites-moi ce que vous pensez de Pedro Pascal, est-ce que vous l'aimez ou pas, j'ai envie d'avoir votre avis, tout ça dans les commentaires. Dites-moi votre film préféré de Pedro Pascal, moi je pense que ça reste Gladiator 2, mine de rien, et ma série préférée c'est sûrement, ouais c'est compliqué, hein, mais Narcos peut-être avec lui, en fonction de son rôle. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de lui de manière générale. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compte épinglé, afin de débloquer tous les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.